c'est le direct, mais c'est bien aussi de parler de demain. Mais comment parler de demain et de l'agriculture de demain? Tu as raison. Je pense qu'il faut se tourner vers des experts et ça tombe bien parce que nous avons des groupes d'experts, notamment un groupe d'experts qui s'appelle Solagro, qui travaille sur la question depuis maintenant 2010, donc plus de 15 ans. Et ils ont accepté de répondre à mes questions pour se projeter en 2050 dans l'agriculture de 2050. Est-ce que tu veux qu'on écoute ça? Bah oui, c'est chic tout ça, dis donc. Ok, et ben on va aller voir Caroline du coup. Bonjour Caroline. Bonjour Marine. Donc, vous êtes responsable agroécologie et biodiversité à Solagro. Alors, qu'est-ce que c'est Solagro? Est-ce que c'est un peu finalement le GIEC de l'agriculture française? Je pense pas qu'on ait la prétention de parler de nous en tant que GIEC de l'agriculture française, mais si on parle de notre scénario, on l'a voulu quand même réaliser par un panel d'experts en interne à Solagro, mais aussi en externe avec un comité scientifique qui est associé et qui a permis de valider certaines hypothèses et certaines orientations scientifiques de notre travail. Et sans oublier, bien sûr, nos administrateurs. Dans le After 2050, vous parlez d'agriculture enviable, c'est ça, hein? Et qu'est-ce que ça veut dire Oui, enviable? alors pour nous, c'était déjà montrer en fait qu'il y a des futurs possibles pour l'agriculture et surtout désirables et soutenables du point de vue des cibles multiples hein, qu'on s'est fixées pour ce scénario, donc à savoir nourrir la population avec des produits sains et de qualité, s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver nos sols, enfin nos biens communs, quoi, hein, nos sols, l'air, l'eau, de toute pollution chimique, protéger et restaurer la biodiversité et nos agrosystèmes, préserver le foncier agricole et essayer de réduire l'artificialisation. Et enfin, fournir également des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables, puisque par rapport au scénario After 2050, c'est qu'on a été les pionniers dans ce type d'exercice à Solagro, puisqu'on a été les premiers à connecter en fait le système agricole et le système alimentaire dans un exercice prospectif. Donc c'était à l'époque même de l'émergence du scénario, donc c'était en 2010. Et en plus, on a vraiment été, et on est encore les seuls à ce jour à connecter système agricole, système alimentaire et système énergétique. Puisqu'en fait, After 2050 est interconnecté ou même couplé au scénario Négawatt qui vise la sortie des énergies fossiles à l'horizon de 2050. Voilà. Ce scénario, si on devait le résumer en 3 minutes, en quelques concepts clés, à quoi ça ressemble l'agriculture de demain avec le scénario After? Donc le premier levier, c'est une modification des régimes alimentaires des Français à l'horizon 2050, vraiment pour ajuster la demande alimentaire à nos besoins et vraiment qu'à nos besoins. Le levier 2, ce serait de pouvoir faire évoluer les systèmes et pratiques agricoles en généralisant, on va dire, l'agroécologie. Le levier 3, donc, ce serait aussi de reconsidérer nos flux d'import-export, donc toujours dans cette recherche en fait comment on peut revoir nos modes de consommation, hein, donc en allant vers des flux plus sobres et plus respectueux. Et enfin, le levier 4, ce serait de diversifier l'utilisation des terres pour assurer la multifonctionnalité et lutter contre le changement climatique. Du coup, dans le rapport, tout le monde ne devient pas végétarien. C'est l'élevage continue à exister. À quelle proportion à peu près Alors, tout à fait. En fait, il n'y a pas du tout. Enfin voilà, en gros, il y a une évolution vers un petit peu moins de gros mangeurs et de moyennement mangeurs de viande. Donc, il y a un petit glissement, on va dire, vers une moindre consommation de viande, mais c'est plutôt le moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on va viser, effectivement, il y a une réduction du cheptel, notamment du cheptel de ruminants en privilégiant notamment aussi les races mixtes qui favorisent la double production. Et donc là, la réduction, on est à 50% en gros des effectifs, mais en essayant de favoriser tout ce qui va être élevage plutôt extensif, enfin, ou plus extensif.
Et puis, il y a une réduction pour les élevages de monogastriques, donc porcs et volailles, de 30% des effectifs. Pour le levier numéro 2, de faire évoluer donc les systèmes et les pratiques agricoles en généralisant l'agroécologie, l'objectif, c'est d'essayer de viser 70% de surface agricole en bio, le reste étant en mode de production plutôt intégré ou agriculture de conservation. Donc ça, c'est une entrée assez forte puisque ça veut dire qu'en fait, on vise aussi une réduction assez drastique de l'utilisation des pesticides et des intrants de façon globale. Ça, pour compenser ça, en fait, l'idée, c'est aussi d'aller vers, d'activer le levier diversification, donc diversification végétale. Il y a aussi l'idée de pouvoir, pour tout ce qui est diversification animale, donc l'animal là où il n'est pas encore présent, parfois introduire un atelier, que ce soit un atelier volaille ou voilà, ça peut servir aussi de produit d'appel lors de marchés ou autres avec les œufs par exemple. Organiser finalement entre exploitations bah, des arrangements, des ententes, voilà, pour minimiser l'utilisation d'herbicides et plutôt favoriser, par exemple, un pâturage de couvert par des brebis, par exemple, ou un pâturage des interrants en arbovitie, donc qui permet aussi de limiter tout ce qui va être désherbage mécanique ou en tout cas de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, je te propose qu'on continue avec la deuxième partie de notre interview avec Caroline. Et on va notamment lui demander déjà si c'est possible, parce qu'elle nous a raconté beaucoup de choses. Donc, on va lui demander toutes ces petites questions, si c'est OK pour toi. Allez, c'est OK. Let's go. Moi, j'ai une question qui parle de notre territoire, parce que nous, sur le cœur entre deux mers, on a un territoire qui est extrêmement spécialisé en vignes. Et puis finalement, en fait, on retrouve quand même en Nouvelle-Aquitaine pas mal de territoires qui sont spécialisés sur des cultures qui sont connues historiquement pour travailler telle et telle culture. Du coup, est-ce que ça veut dire que demain, dans le scénario, il n'y a plus de spécialisation de territoire? Alors, c'est une excellente question. Cette notion de terroir nous parle beaucoup et est importante en termes d'identité, enfin voilà, collective aussi à l'échelle d'un territoire. Donc, heu, c'est pas forcément gommer ou effacer ces notions de terroir, bien au contraire. C'est plutôt arriver quand même à déspécialiser certaines régions qui sont devenues ultra spécialistes de certaines productions. Donc, c'est le cas pour de la vigne chez vous, hein. Mais en gros, disait que c'est Tout de plutôt suite, d'essayer d'avoir une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM, à la 98.4 fois FM, même sur le www.re. et d'ailleurs, Il et est puis avec les autres acteurs du territoire. Donc en fait, l'idée était vraiment de décider d'avoir cette stratégie de diversification pour, bah, d'une part, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, effectivement, et puis, du coup, avoir un moindre impact, quand il y a, une année, avec un extrémat, par exemple, une sécheresse, très intense ou, de la grêle, comme ça a été le cas là, nous, on a eu un orage de grêle, fin avril, une partie des arbaux, voilà, ont eu, une partie de leur production qui est réduite à zéro. Donc, l'idée, c'était qu'en diversifiant, il y a un impact certes économique une année donnée, mais voilà, il y a d'autres productions pour pouvoir, compenser et pour pouvoir garantir aussi un revenu, à nos agriculteurs et agricultrices. Comment on arrive à créer la réalité de ce scénario pour 2050? Est-ce que là, en ce moment, on va dans la bonne direction ou est-ce qu'on va pas du tout dans la bonne direction et est-ce que c'est possible d'y aller? Qu'est-ce qu'on doit faire un petit peu pour y aller? Alors, en ce moment, on peut pas dire que la direction prise, et je dirais même que c'est en ce moment et puis c'est depuis les précédentes crises agricoles quoi, hein, qu'il y a vraiment une direction qui est prise, qui oppose, agriculture et environnement et qui, n'adresse pas du tout les enjeux, qui sont posés par la profession agricole, à savoir le revenu agricole, hein. La profession agricole a l'impression que si on diminue les charges sur ou les contraintes, environnementales,
ça va améliorer leur quotidien, mais en fait, c'est quand même mettre un mouchoir sur le problème, ce qui devrait être entendable pour eux, déjà d'un point de vue de leur santé et puis d'un point de vue amélioration du quotidien, puis même de leur bien-être au travail. C'est la possibilité, enfin entrevoir la possibilité que travailler avec la biodiversité, travailler avec le vivant, ça peut leur être favorable, en fait. Donc c'est vrai qu'on essaie de multiplier, les exemples, c'est donner à voir, en fait, que ça peut fonctionner dès aujourd'hui et le scénario, il repose sur ces fermes, en fait, qui sont déjà présentes sur le territoire. Mais là, l'enjeu, c'est vraiment de comment on passe à l'échelle, c'est-à-dire comment on massifie ça à l'échelle d'un territoire, à l'échelle nationale, par des politiques volontaristes, des politiques qui donnent un cap directif, j'ai envie de dire, mais ambitieux. En fait, voilà, on a des stratégies ambition bio, enfin voilà, on a plein de politiques publiques qui sont aujourd'hui présentes. Et puis après, ben, à l'échelle des territoires, ça passe aussi par vous, les collectivités, qui mettez en œuvre en fait, ben, les programmes alimentaires territoriaux, par exemple. Ça peut être aussi accompagner la prise de risque via tout ce qui est paiement pour services environnementaux. Heu, Du coup, donner l'exemple, que ça soit aux producteurs, que ça soit aux élus, aux citoyens, montrer des expérimentations, avoir des politiques publiques, au niveau national, s'engager au niveau des collectivités. Tout ça, c'est du coup les moyens d'y arriver et du coup, bah, ma dernière question, c'est, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut y arriver en 2050? Est-ce qu'on peut encore y croire, qu'on aura une agriculture enviable en 2050? Moi, j'y crois parce qu'on travaille, enfin, que ce soit, les agricultrices et agriculteurs avec qui on travaille, les partenaires avec qui on travaille, les collectivités, les entreprises, qui s'engagent sur ce chemin, vraiment, c'est des gens qui, y mettent, beaucoup de cœur et beaucoup de passion et beaucoup d'ingéniosité aussi. Avec, voilà, une fois encore, beaucoup de diversité en fait d'approches, de façons d'y arriver. C'est pas un autre en plus, c'est vraiment d'autres systèmes, mais avec, bah, plus de diversité et peut-être, un partage de la valeur aussi, plus équitable quoi, à l'échelle territoriale, à l'échelle des filières. Davantage travailler en fait en tout. Par rapport à travailler en silo, quoi. Mmh. OK, bon, bah, on peut encore y croire alors. Eh bien, merci beaucoup Caroline pour, ce témoignage et pour ce travail à Solagro. Eh bien, merci beaucoup Marine pour cette interview et puis, à bientôt, j'espère. Et toujours en direct, donc à l'instant, c'était Caroline Gibert de Solagro, interviewée par Marine, qui a donc, Caroline, bien voulu répondre à quelques-unes de tes questions. Merci à elle pour le temps et merci à toi pour aussi ce temps de préparation, parce que c'est une émission, c'est beaucoup de préparation.